Ok. Donc moi, je vais vous parler de JUnit 5, qui est un projet qui était, enfin en tout cas que moi j'attendais beaucoup. Donc je m'appelle Benoît Averti, je travaille chez Zenica. Je développe aussi bien côté back-office du Java que du JavaScript côté front. Et alors, je ne suis pas du tout passionné de tests unitaires ni rien du tout. Par contre, comme beaucoup de développeurs, je passe quand même pas mal de temps à en écrire. Et donc, je voulais vous parler de JUnit 5 qui va quand même simplifier la vie de beaucoup de gens, je pense. On aborde un petit slide que j'ai appelé un peu ironiquement innovation. Le JUnit 4.12, c'est la dernière version actuelle, elle est sortie en décembre 2014, qui a déjà un bon moment. Et avant ça, la version JUnit 4.11 était sortie en mai 2012, quasiment 3 ans avant. Donc ça, c'est un cycle de release qui est quand même assez long, et on constate, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est en avril 2017, on va justement parler de où on est, mais on n'a toujours pas de version 5. Ça s'explique sans doute par le fait que JUnit, c'est quand même assez vieux, ça date des années 90 pour la toute première version. Donc voilà, ce rythme-là, il est aussi un témoin du cycle, enfin de la maturité, on va dire, en tout cas, et de la stabilité de la librairie. Cela dit, entre-temps, il y a eu quand même un paquet de frameworks JavaScript qui sont sortis. Là, je ne veux pas rentrer dans le troll de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais il faut quand même admettre, en tout cas c'est mon expérience, que développer des tests unitaires en JavaScript, c'est, je trouve, un petit peu plus agréable et un peu plus fun. L'autre aspect, c'est le monopole, entre guillemets, de JUnit. J'ai trouvé des statistiques qui regardaient les 3800 premiers projets Java sur GitHub et qui regardaient dans les dépendances est-ce qu'on avait JUnit ou un autre framework de test, en l'occurrence TestNG. Bon, voilà, on constate quand même que c'est écrasant, la majorité. Et ça, effectivement, ça fait qu'on n'a pas non plus beaucoup de choix possibles en fait, quand on veut développer des tests unitaires en Java. Et ça contribue aussi à ce sentiment que j'ai que voilà, en JavaScript, c'est un petit peu plus fun. Encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste un ressenti. Et ça fait que JUnit 5, c'est vraiment bienvenu. Donc un petit retour sur le projet JUnit 5 en lui-même. Il y a eu un Kickstarter qui a été fait en juillet 2015, je crois, ou en août, enfin l'été. Et un an plus tard, ils ont sorti une première milestone. Et puis ça a continué à évoluer jusqu'à aujourd'hui, où on a eu une annonce de la release finale du projet, en fait, qui va arriver au 3e trimestre 2017. Donc là, très clairement, le projet il est déjà très stable, il est mature en termes de fonctionnalité. Donc il y a moyen de jouer avec. Bon, chacun décidera si c'est encore trop tôt ou pas, mais pour ma part, je pense qu'il y a vraiment possibilité d'y aller, et y compris sur des applications que vous allez mettre en production chez des clients. Donc on va parler de JUnit 5 en 3 parties. D'abord l'installation, entre guillemets, donc passer à JUnit 5 sur un projet existant, et sans toucher aux tests. Donc on va juste faire tourner des tests JUnit 4 existants avec JUnit 5. Et puis après, on va migrer ces tests pour qui utilisent vraiment JUnit 5, puisque en fait, c'est vraiment une version majeure et un complet changement par rapport à JUnit 4, donc il va falloir modifier un petit peu vos tests. Ou en tout cas, si vous avez envie de profiter des nouvelles fonctionnalités. Et puis après, enfin, on va passer à la partie la plus fun, la plus intéressante. Qu'est-ce qu'on peut faire avec JUnit 5 et en quoi c'est mieux que le 4 ? Donc pour l'exemple, voilà, je vous ai mis un test JUnit 4, tout ce qu'il y a de plus basique. On a une méthode before qui est appelée avant chaque test, avec la notation que vous connaissez probablement, et puis un test qui va comparer 2 chaînes de caractères et vérifier qu'elles sont égales. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Si vous voulez faire tourner ça, par exemple, dans Maven, vous avez une dépendance que vous ajoutez dans votre pom.xml, et ça fonctionne. Alors, je vais parler que de Maven dans mes exemples, parce que c'est ce que je connais. Après, les utilisateurs de Gradle, vous connaissez la musique, hein, c'est quasiment pareil. Donc ça, c'est avec JUnit 4. Pour passer à JUnit 5, on a ça. Donc là, j'en vois déjà faire la grimace au fond. Vous allez me dire, il se fout de nous, j'avais quelque chose de super simple, et là, je commence à devoir configurer le plugin Surefire de Maven. C'est dégueulasse, et ça m'a pollué mon pom.xml. C'est vrai, et en plus, là, vous pouvez faire tourner que des tests JUnit 4.
Ça, le problème, c'est en fait que effectivement, même si JUnit 5 est quand même assez stable, on n'est pas encore, c'est pas encore complètement supporté par tous les outils. Donc en fait, Maven ne supporte pas JUnit 5 out of the box, et donc c'est pour ça qu'il va falloir rajouter ce JUnit Platform Surefire Provider là, qui va permettre à Maven de faire tourner vos tests la plateforme JUnit 5. Et en bas, vous avez la dépendance finalement vraiment intéressante, qui est le JUnit Vintage Engine, qui est capable, dans JUnit 5, de faire tourner vos tests JUnit 4. Donc ça vous permet de passer à JUnit 5 sans toucher à vos tests. Ensuite, pour transformer ces tests en JUnit 5, voilà l'exemple équivalent à ce que je vous ai montré avant. La notation addTest n'a pas changé, et puis à la place du before, j'ai un before each. Ce qu'il faut remarquer, c'est en haut, en fait, les imports. On voit qu'on n'importe plus du tout de classe et d'annotation depuis le package org.junit qu'on avait. On a ce org.junit.jupyter.api. Donc les assertions et les annotations viennent de là, donc c'est vraiment un test JUnit 5. Pour le faire tourner, dans votre pom.xml, il va juste falloir rajouter un deuxième engine, une nouvelle dépendance. Donc en haut, la partie configuration du plugin Maven n'a pas changé. Et en bas, j'ai rajouté ce JUnit Jupyter Engine, qui est cette fois le moteur JUnit qui est capable de détecter et de faire tourner vos tests JUnit 5. Pour IntelliJ, encore une fois, on arrive sur une petite limitation de l'écosystème qui est à peine adapté à JUnit 5. Il faut rajouter ce JUnit Platform Launcher qui va permettre à IntelliJ en fait, de lancer la plateforme et de jouer vos tests. Ça, encore une fois, il y a des chances que ça disparaisse quand les outils vont mieux supporter JUnit 5. Donc un petit récap. Ça, c'est un arbre de dépendance du projet comme que je viens de vous montrer. À gauche sont les 3 dépendances que j'ai mis dans le pom.xml, et puis à droite, sur la partie droite et au milieu, les dépendances transitives. Donc on a les 2 API qu'on utilise dans les tests. JUnit en haut, c'est JUnit 4 tel que vous le connaissez en fait. Et en bas, c'est l'API de JUnit 5, JUnit Jupyter. Au milieu, vous avez la plateforme qui détecte et lance les tests et vous fournit les rapports. Et on a 2 implémentations différentes de cette plateforme, une qui est capable de détecter et de lancer vos tests JUnit 4, et une qui est capable de détecter et de lancer vos tests JUnit 5. Et donc là, on voit bien que c'est très facile de faire cohabiter les deux, donc vous allez pouvoir passer à JUnit 5 sur tous vos nouveaux tests et tout ce que vous voulez changer, et puis en attendant, les vieux tests legacy dont personne ne comprend plus rien, ils vont pouvoir rester et continuer à être moitié rouge, moitié vert. Au milieu, c'est le Platform Launcher. Donc ça, c'est une API publique finalement qui est capable de piloter la plateforme JUnit Engine. Donc c'est utilisé par IntelliJ et Maven notamment. Ok, donc là, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que c'est très facile d'installer JUnit 5. Vous n'avez pas besoin de migrer tous vos anciens tests. Donc, encore une fois, c'est facile, allez-y. Au niveau des nouveautés, on a DisplayName. Ça, c'est une annotation toute basique que vous allez mettre au-dessus de vos classes et de vos méthodes de test. Et vous pouvez mettre des descriptions, finalement, plus que des noms pour vos tests. Et ça va être restitué dans vos rapports. Donc ça, c'est un petit peu mieux que de devoir se tordre l'esprit à mettre des noms de méthodes à rallonge pour que ça soit quand même un petit peu clair. Vous mettez le nom de méthode que vous voulez et vous pouvez mettre une annotation pour décrire tout ça. Ça supporte même les emojis. Maven, pour l'instant, ne le supporte pas encore, mais ça va venir sans doute. Ça se couple particulièrement bien avec les tests imbriqués. Donc, pour ceux qui ont fait du JavaScript, et notamment Mocha ou Jasmine, par exemple, vous savez qu'on peut imbriquer les tests pour faire une hiérarchie qui va avoir un sens métier par rapport à ce que vous voulez tester. Ça, on pouvait le faire avec JUnit 4 via un runner, mais c'était quand même pas très pratique, un petit peu crade. Là, c'est tout simple, vous avez une annotation @nested, vous mettez des classes imbriquées dans vos classes de test, et ça fonctionne, on le voit dans le rapport là sur IntelliJ. On a une belle arborescence, ça va pouvoir permettre de mettre une vraie granularité sur vos tests et de clarifier un peu le code et le rapport. Donc encore une fois, couplé avec les noms, ça donne quelque chose d'assez clair. Ça marche bien avec les @beforeEach et les @afterEach, que je n'ai pas mis dans l'exemple, mais ça fonctionne pareil. Vous avez une méthode beforeEach au sommet de votre hiérarchie, ça va être exécuté avant chaque test. Et par contre, les méthodes beforeEach qui sont plus imbriquées vont être exécutées uniquement avant les tests concernés. Donc ça permet de mieux créer vos fixtures de tests finalement, donc de réutiliser un petit peu de code, sans que vos tests deviennent trop fortement couplés entre eux. Donc voilà, à chacun de trouver le bon équilibre entre splitter une classe ou alors faire des tests imbriqués avec des beforeEach.
Bon, troisième nouveauté assez importante, c'est les tests paramétrés et dynamiques. L'exemple tout basique, c'est j'ai un fichier CSV avec mes 4 tests et je veux l'exécuter une fois par ligne. Alors ne regardez pas trop ce code, c'est du vieux code pas important. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que déjà, pour faire ça en JUnit 4, il fallait un runner. Donc si vous vouliez utiliser un autre runner, pas de chance, c'est pas compatible. En plus de ça, on utilise les constructeurs, les champs. Donc si j'ai plusieurs tests qui n'utilisent pas tout à fait les mêmes paramètres, là ça commence à faire quelque chose de pas très beau. Et puis lire un fichier CSV dans un truc JUnit, c'est quand même pas très pratique. Alors je dis pas que ce test là est le plus optimisé, qu'il n'y a pas moyen de faire mieux, mais de toute façon on n'a pas besoin de rentrer dans le débat puisque ça c'est de l'histoire ancienne. Avec JUnit 5, vous avez une annotation parameterized test qui va remplacer la notation test. Et vous mettez un CSV file source, vous donnez le nom du fichier et c'est terminé. Voilà. En bas, j'ai mon test qui a été exécuté une fois par ligne du fichier. Ça, c'est quand même beaucoup plus simple et personnellement, c'est quelque chose que j'ai souvent eu besoin de faire et que j'ai finalement pas fait, ou alors que j'ai fait de manière crado avec X assertions dans un seul test, mais aucun moyen de savoir lesquelles avaient échoué et tout. C'est assez simple et en plus, on a d'autres façons d'alimenter ces paramètres, donc soit en les mettant en dur dans le code, value source, ou soit en utilisant une méthode qui va vous renvoyer un stream d'arguments. C'est assez simple. Si jamais vous avez besoin de quelque chose d'encore plus puissant, vous allez avoir ce qui s'appelle les test factory, donc les tests dynamiques. Vous annotez une méthode avec test factory, vous renvoyez un stream ou un itérable ou une collection de dynamic tests, et chacun de ces dynamic tests, qui sont en fait un objet avec juste un nom et un morceau de code sous forme d'une lambda, comme on le voit ici, chacun de ces dynamic tests va être ensuite exécuté par le runner JUnit 5. Donc ça permet notamment de refaire l'exemple que je vous avais montré en lisant un fichier CSV, mais aussi des choses beaucoup plus complexes, aller, interroger une API, parser un DSL pour générer des tests, ou faire des tests non déterministes, qui sait. Je ne vous recommande pas de le faire, d'ailleurs. Bien souvent, vous n'aurez pas besoin de faire ça, le parameterized test offre quand même pas mal de possibilités, mais voilà, c'est beaucoup plus simple d'aller faire des choses complexes sur vos tests dynamiques. Ensuite, les assertions. Donc on a enfin des assertions simples pour les exceptions. Avant, il fallait une annotation, etc. C'était pas très pratique. Maintenant, on a Java 8 et JUnit 5 a complètement utilisé ça. Donc, vous avez une assertion, assert throws, vous mettez l'exception attendue et le morceau de code que vous voulez exécuter, puis vous avez tout de suite un message d'erreur tout simple qui vous dit « je m'attendais à avoir une arithmétique exception et j'en ai pas eu ». Les assertions multiples, c'est une deuxième nouveauté. Avant, quand on voulait tester plusieurs choses sur un objet, on enchaînait les assertions. Si la première échoue, j'ai aucune information sur les suivantes, c'est pas très pratique. Là, vous mettez assert all, vous mettez toutes vos assertions dans des lambdas, et puis il va tous les exécuter quoi qu'il arrive. Et donc, vous allez avoir un message d'erreur qui va être beaucoup plus clair. Le message que j'ai mis finalement en paramètre là-haut, et puis chacune des assertions me renvoie son message en me donnant tout ce qui ne va pas dans l'objet que je voulais tester. Ça va vous permettre d'aller quand même beaucoup plus vite quand vous corrigez un bug, un test qui ne passe pas. Et enfin, pour terminer, le modèle d'extension, j'en parle rapidement. Vous connaissez le concept de runner de JUnit 4, qui est quand même pas pratique. L'exemple typique, c'est je veux utiliser Mockito et Spring. Je vais être obligé de choisir. En général, on choisit Spring parce qu'il fait quand même des choses plus compliquées. Et on était obligé de choisir ou de faire des compromis. Là, c'est fini. On a un concept d'extension. Vous mettez 2 fois la notation extend with, vous mettez vos 2 paramètres, et puis ça fonctionne. Chacune des extensions va pouvoir ajouter sa fonctionnalité au test. Donc ça fonctionne très bien. En conclusion, il y a beaucoup de choses qui sont rendues quand même plus faciles, plus agréables avec JUnit 5. Moi, au quotidien, je peux vous garantir que ça fait quand même gagner un petit peu de temps et c'est moins frustrant. Par contre, ce n'est pas révolutionnaire en termes d'utilisation par le développeur. Ils ont tout réécrit, donc ça simplifie beaucoup de choses, mais voilà, en termes de fonctionnalité, ce n'est pas révolutionnaire. Cela dit, moi je pense que ça vaut carrément le coup d'y aller dès maintenant. Et ça peut encore évoluer. Il y a encore quelques limitations, notamment l'intégration avec Maven, qui n'est pas complète. L'intégration avec Eclipse reste assez compliquée, il faut la toute dernière version et bidouiller un petit peu, mais bon, ça va venir très vite. Pour le reste, finalement, il n'y a vraiment pas de problème majeur. Merci.
Je ne sais pas si on a un peu de temps pour les questions. 2 minutes pour les questions, si vous en avez. Oui. Selon toi, c'est quoi la plus-value par rapport à TSLG la plupart de ces fonctionnalités TSLG. Alors, pour être tout à fait honnête, je ne connais pas du tout TestNG. Donc, je ne vais pas pouvoir te répondre par rapport aux fonctionnalités en elles-mêmes. Par contre, un argument, c'est que c'est assez compliqué, dans Maven par exemple, de faire tourner à la fois des tests TestNG et des tests JUnit. Pardon ? On est d'accord. Voilà. Donc là, bah voilà, l'avantage principal finalement, c'est que tu vas avoir ces fonctionnalités avec tes anciens tests unit auxquels tu ne veux pas toucher et tes nouveaux tests qui vont profiter de tout ça. Il y en a peut-être d'autres que je connais. D'autres questions ? Oui. Les jalons, je n'ai pas tout dans le détail. Je sais juste que la version finale est prévue pour le 3e trimestre 2017. Donc finalement, c'est dans pas si longtemps que ça. Bon, merci.